bienvenue dans un nouvel épisode du Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui pour la première fois dans ce nouveau podcast un interlocuteur avec moi. Bonjour François. Bonjour Victor. Alors François, je t'ai invité dans ce podcast pour évoquer une expérience toute particulière dont tu étais à l'initiative, qui s'appelle l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu. Est-ce que déjà tu peux nous présenter brièvement, évidemment on va parler de ça pendant toute l'émission, mais de quoi il s'agit? L'éco-hameau de la Bénisson-Dieu est un collectif de familles et de personnes célibataires laïques et catholiques qui ont décidé d'effectuer un exode urbain, de s'installer en ruralité et d'essayer d'y mettre en œuvre un mode de vie qui corresponde au concept d'écologie intégrale tel que nous le définissons ici. Alors, ça fait combien d'années que l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu a été créé? Donc ça fait 7 ans que nous existons. Les premières familles se sont installées en août 2016. Nous étions 3 familles à l'initiative de cette œuvre. Et du coup, toi, par rapport à ces familles, tu es celui de qui vient l'idée ou c'est parti d'un collectif déjà dès le départ? Alors, nous avons eu les 3 familles ont eu des parcours assez similaires, des réflexions assez proches. Et moi, j'ai fait l'unité dans le sens où les 2 autres familles ne se connaissaient pas et c'est moi qui les ai fait se rencontrer. Mais avant de lancer ce projet, nous nous sommes réunis pendant une semaine à Noël 2015 pour écrire la charte du projet, pour voir si nous étions d'accord sur les éléments essentiels de cette œuvre et pour ensuite décider ensemble d'un lieu où nous installer. Et du coup, donc dans la jeunesse du projet, l'idée de quitter la ville, elle est venue comment? Alors ça remonte à assez loin, mais disons que l'élément initial, c'est en réalité, tout a commencé avec le mariage, avec mon mariage avec Blandine en 2011. Nous étions donc à Paris et ce qui a été déterminant, ça a été dans un premier temps les problèmes de santé rencontrés par mon épouse durant sa première grossesse et lors de son accouchement. Ce qui nous a amené à fortement remettre en question le paradigme médical dominant, la médecine dite conventionnelle. Nous venons tous les deux de familles de médecins, donc on a baigné là-dedans depuis tout petit, mais on a aussi dans nos familles des médecins qui se sont intéressés à d'autres types de médecine. Et là, le système médical nous ayant fortement déçus pour des raisons théoriques et pratiques, eh bien, nous avons essayé d'aller explorer d'autres voies, d'autres possibilités. Donc, mon épouse, qui était psychomotricienne, s'est formée à la naturopathie. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément d'écoles, et qu'il fallait faire un choix. Pour faire ce choix, il fallait se former. Il fallait avoir un certain nombre de connaissances pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Et puis, donc ça a été le point de départ de ce que je décrirais comme étant une sorte de conversion écologique, mais au sens large du terme écologie, on pourra y revenir. Alors à l'époque, vous habitiez Paris du Nous coup? étions à Paris, nous avons eu nos 2 premiers enfants, Joseph et Myriam, à Paris et petit à petit, nous avons remis en question un peu tous les aspects de notre mode de vie, que nous avions hérité de nos parents et de la société dans laquelle nous vivons. Heu Et professionnellement, à l'époque, qu'est-ce que vous et faisiez? donc moi, j'étais en thèse et Blandine, s'est rapidement arrêtée, pour s'occuper à plein temps de ses enfants, de nos enfants. Elle s'est retrouvée très seule parce que, dans les parcs, elle ne croisait que des nounous. Donc il y avait une sorte de hiatus entre son désir de s'occuper de ses enfants et la manière dont ses contemporaines vivaient, c'est-à-dire en travaillant, en mettant les enfants à la crèche et cetera.
On a ressenti aussi une très grande solitude en paroisse, très peu de fraternité, très peu de convivialité, une sorte de coupure entre la messe du dimanche et le reste de la semaine où on n'avait pas l'impression de vivre entre frères chrétiens avec les autres membres de la paroisse. Une très grande solitude à Paris parce que malgré les 10 millions d'habitants, eh bien, nous n'arrivions pas à développer des amitiés solides et profondes parce que au bout d'1 ou 2 ans, les couples partaient, étaient mutés. Donc, on a ressenti à la fois humainement une très grande solitude et également une incohérence du point de vue de notre mode de vie, une trop grande artificialisation de la ville en fait. Et nous ne souhaitions pas éduquer nos enfants aussi loin de la nature, entre guillemets, et puis nous-mêmes, nous n'étions pas heureux dans un endroit aussi artificialisé. D'accord. Et donc du coup ensuite, donc là l'idée germe en gros. L'idée germe Euh, d'une nécessité de partir en ruralité. Et donc, nous ok. décidons en 2015 de déménager dans un petit village de Haute-Savoie à 1000 mètres d'altitude, en pensant que nous allions y trouver ce que nous cherchions, à savoir voilà, un contact plus direct avec la nature, moins d'artificialisation, un mode de vie plus simple, plus cohérent, de la convivialité, de la fraternité. Et en fait, nous nous sommes rendus compte que ça n'était pas du tout le cas. Donc nous avons vécu 1 an et demi dans ce village euh, en prenant conscience que les gens vivaient dans les villages comme à la ville en réalité, c'est-à-dire avec la télévision et la voiture comme horizon principal, entre guillemets. Et donc nous nous sommes dit, mais en réalité, ce que nous cherchons n'existe pas vraiment tel quel, donc il faut le susciter nous-mêmes. Et à ce moment-là, en 2015-2016, nous avons découvert l'existence du mouvement des Colibris de Pierre Rabhi, qui est un mouvement laïque qui, depuis 40 ans, développe ce qu'ils appellent des oasis en tout lieu. Leur manière d'aborder l'écologie nous semblait vraiment intéressante parce que c'est une écologie largement non politisée, une écologie par le bas où chacun est amené à faire sa part localement, avec un mode de vie assez proche de l'anthropologie chrétienne malgré tout. Et la même année, Laudato Si, l'encyclique du pape François est sortie, dans laquelle il a ses intuitions géniales du tout est lié et de l'écologie intégrale. Intuitions qui sont géniales, mais qui ne sont pas définies de façon précise dans cette encyclique. Mais ce sont ces intuitions-là qui nous ont en réalité donné le fil rouge de tout ce qu'on avait fait depuis 2011, de tous les changements de mode de vie, de cette recherche de cohérence qu'on avait depuis le début de notre mariage. D'accord. Donc à ce moment-là, on va dire conceptuellement et d'un point de vue des idées, vous commencez à avoir un peu une approche vers laquelle vous avez envie de vous orienter. Oui, conceptuellement, en fait, on se dit, c'est l'écologie intégrale qui fait le lien entre toutes ces questions et ces remises en question qu'on a eues jusqu'à maintenant. Euh, il nous semblait aussi que politiquement, l'opposition droite-gauche ne recoupait pas une opposition réelle ou réellement intéressante, telle qu'on la percevait. L'épisode du mariage pour tous avait été aussi un épisode très important intellectuellement parce qu'on avait l'impression que malgré tout, la question du mariage pour tous ne se posait que dans une société hyper artificialisée dont le mode de vie n'est pas en tant que tel désirable et que donc les personnes qui défilaient contre le mariage pour tous défendaient par ailleurs inconsciemment ce mode de vie. Donc il y avait une forme d'incohérence là-dedans. Et il nous semblait que le concept d'écologie intégrale correctement défini permettait de présenter un mode de vie désirable et conforme à l'exigence et à la radicalité
de l'Évangile et du catholicisme. Alors, est-ce qu'on peut essayer justement de définir un petit peu ce concept d'écologie intégrale? Voilà, alors ce concept est en débat au sein du catholicisme lui-même, puisque le pape François ne le définit pas de façon précise. Du point de vue du catholicisme qu'on pourrait qualifier plutôt de gauche, l'écologie intégrale, c'est unifier le social et l'environnemental. Je pense que c'est réducteur, je pense que c'est présent dans l'encyclique, mais qu'il n'y a pas que ça. Et pour moi, l'écologie intégrale, c'est une écologie beaucoup plus large. Il faut revenir à l'étymologie du terme, qui est la science ou l'art du foyer, de l'habitat. Et cette étymologie est la même que celle de l'économie. De même qu'on a réduit l'économie aux seuls échanges financiers, de même on a réduit l'écologie à la seule question environnementale. Or, ces deux disciplines sont beaucoup plus larges et renvoient à une discipline qu'on a oubliée, mais qui existait dans l'Antiquité, qui est la discipline de l'économique ou de l'écologique, qui est la discipline qui se situe entre l'éthique, qui concerne l'agir individuel, et la politique, qui concerne le gouvernement de la cité. Et cette discipline de l'économique ou de l'écologique concerne la manière dont vous allez habiter le milieu immédiat au sein duquel vous vous situez, donc le lieu dans lequel vous vivez. Et cela implique énormément de choses. C'est la manière dont une famille va vivre dans son domaine, entre guillemets, et comment elle va entrer en relation avec son milieu immédiat. Et ça implique des questions aussi larges que celles de l'agriculture, comment je cultive mon sol, la question de l'instruction et de l'éducation, comment j'élève mes enfants, comment je les instruis, avec quelle pédagogie, la question de ma relation avec mes voisins, comment j'organise la vie de village, la vie immédiate avec mes voisins, la question aussi de ma relation à Dieu, puisque le cœur du foyer, de l'oikos grec, c'est l'endroit où il y a une statue pour les dieux. Donc, toutes ces questions sont des questions écologiques, au sens strict du terme, mais on a perdu ce sens initial et large du mot écologie. C'est pourquoi le pape doit y ajouter l'adjectif intégral. Intégral, ça veut dire... Alors, Oui. ouais, vas-y, continue. Intégral, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois exhaustif et ordonné. L'écologie intégrale, c'est une écologie exhaustive au sens où il faut y intégrer des questions qui n'y sont pas intégrées aujourd'hui, donc il ne faut pas la réduire à l'écologie environnementale. C'est pour ça que le pape parle d'écologie de l'architecture, d'écologie de l'éducation, etc. On a l'impression qu'il parle d'écologie à propos de tous les domaines, j'y reviendrai. Et l'écologie intégrale signifie écologie ordonnée au sens où l'être humain a un rôle spécifique à jouer parce qu'il a une spécificité propre par rapport aux autres animaux, mais cette spécificité ne consiste pas à pouvoir être un super prédateur qui détruit tout au service d'une hubris démesurée. Alors, le problème, c'est qu'on a l'impression que l'écologie intégrale englobe tout. Alors, ça n'est pas le cas, puisque à côté de l'écologie, il y a encore l'éthique et il y a encore la politique. Mais l'écologie intègre plus de choses que ce qu'on pense initialement. Et la question qui se pose fondamentalement, c'est en quoi mon art, ma technique, va être au service de la nature, de la chose que j'ai en face de moi. Donc, la question, c'est toujours la question de la nature. Par exemple, une écologie de l'éducation pose la question de la nature de l'enfant. Quelle est la pédagogie qui correspond le mieux à la nature de l'enfant? Quelle est la pédagogie, c'est-à-dire quel est l'art, quelle est la technique qui va permettre au mieux de développer la nature et le dynamisme propre de l'enfant, les finalités qui sont inscrites en l'enfant. Alors ça demande évidemment certaines connaissances scientifiques sur le développement psychomoteur de l'enfant, mais ça demande aussi une réflexion plus large, une réflexion anthropologique, et c'est une question écologique à part entière. Donc c'est ce genre de questions qu'on se pose
ici et doit se poser, à mon sens, quand on réfléchit sur l'écologie intégrale. Donc l'écologie intégrale n'est pas une écologie totalitaire, au sens où elle n'englobe pas tous les aspects de la vie, mais elle englobe plus d'aspects que le simple aspect environnemental, à notre sens. Alors, toujours un petit peu sur la continuité de la réflexion théorique, philosophique, je lisais un article cette semaine d'un économiste qui s'appelle Guillaume Travers et qui évoque beaucoup la notion donc, du retour des communs dans l'économie, qui est une sorte d'impensé de la pensée moderne. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression, depuis la modernité, on pense le monde politique et finalement, en gros, toute réflexion sociale entre deux termes, c'est-à-dire l'individu, ce qu'on va appeler la sphère privée, et puis l'État, la sphère publique. Et qu'en gros, l'intermédiaire, qui serait justement ce qu'étaient autrefois les communs à l'époque médiévale, c'est-à-dire des choses qui appartiennent à des communautés, à des ensembles intermédiaires, que ce soit la famille, le village, etc., ont été oubliés. Et j'ai l'impression un petit peu que dans à la fois la genèse de ton projet et puis sa mise en place, euh, une des notions quand même clés qui va avec l'écologie, c'est celle de la communauté. Tout à fait. Alors, effectivement, je pense que, d'après ce que j'en ai compris, d'après ce que j'ai lu en histoire, la Révolution française a consisté précisément à centraliser au maximum et à détruire méthodiquement tous les intermédiaires entre l'individu et l'État, qu'étaient les corporations. Donc pour moi, il y a quelque chose de contre-nature dans cette centralisation excessive et il y a un concept que la doctrine sociale de l'Église a développé, le concept de subsidiarité qui doit s'appliquer aussi au niveau de l'organisation de la société elle-même. Et il est clair que le retour des intermédiaires entre l'individu et l'État me semble absolument nécessaire et c'est ce à quoi nous travaillons. Ça veut dire qu'on n'invente pas quelque chose d'absolument nouveau. On retrouve quelque chose, mais pas tel qu'il a existé. On essaye de retrouver quelque chose tel qu'il devrait être. En fait, on fait ce que chaque génération devrait faire, c'est-à-dire réinventer une forme nouvelle de ce qui est éternel en l'être humain, de ce qu'il y a d'universel en l'être humain. Et donc on essaye de retrouver, de réinventer ce commun qui est un besoin inaliénable de la nature humaine et qu'il est peut-être un peu plus difficile de retrouver aujourd'hui parce que il y a eu cette destruction méthodique des intermédiaires entre l'individu et l'État. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu maintenant l'installation au début, concrètement, comment est-ce que vous avez posé vos valises donc dans le village, dans le hameau? Comment d'ailleurs est-ce que vous avez choisi ce hameau? Euh, comment comment ça s'est passé aussi Oui. d'un point de vue des autorités locales, etc. Tout ça. Alors nous avons décidé de nous appuyer sur l'Église catholique en envoyant une lettre à tous les évêques de France pour leur présenter le projet d'une mise en pratique de l'écologie intégrale par des laïcs à la campagne. Nous savions que les diocèses ont souvent des lieux à la campagne dont ils ne savent pas quoi faire et nous leur proposions de nous y installer et d'y développer des projets associatifs plutôt que de vendre ces lieux à des promoteurs immobiliers. Nous avons eu beaucoup de réponses, beaucoup d'encouragements et beaucoup de propositions de lieux. Pour la plupart, c'était des anciens monastères à l'abandon et ça aurait donné plutôt un modèle d'habitat partagé, c'est-à-dire de grandes colocations, ce qui ne nous semblait pas pertinent pour des vies de famille sur le long terme. Par conséquent, nous avons décliné ces propositions-là, même si elles permettent beaucoup d'avantages. Elles ont beaucoup d'avantages parce que dans un ancien monastère, vous pouvez tout de suite faire de l'accueil, vous pouvez tout de suite faire des colloques, des séminaires, vous pouvez tout de suite faire plein de choses que vous ne pouvez pas faire si vous avez d'autres types de bâtiments. Mais nous avons privilégié le modèle de l'habitat participatif et non pas de l'habitat partagé. L'habitat participatif consiste
dans le fait que chaque famille a son indépendance financière, sa maison, son jardin, mais on met en commun certains biens, certaines compétences et du temps. Et donc, le diocèse de Lyon nous a proposé 3 maisons dont ils avaient hérité dans un village, le village de la Bénisson-Dieu, qui euh, est un village existant d'un peu plus de 400 habitants. Et ce qui nous a plu justement, c'est que à la fois les bâtiments étaient à taille humaine, que nous intégrions un village existant, donc ce qui laisse plus d'opportunités que si nous étions juste entre nous dans un monastère, euh, voilà, perdu dans la campagne, seul. Et puis l'histoire du lieu nous a aussi particulièrement attirés parce que il s'agit d'une ancienne abbaye cistercienne, l'abbaye de la Bénédiction de Dieu. Et les cisterciens ont justement eu ce désir de réformer l'ordre bénédictin pour revenir à plus de simplicité, plus de sobriété, ce qui était aussi notre cas, notre volonté. Par ailleurs, la Bénisson Dieu se trouvait au centre de la France, pas très loin d'une ville moyenne. Donc pour trouver du travail pour les uns et les autres, c'était plutôt favorable. Mais il y avait un risque parce que les maisons du diocèse devaient servir pour les projets associatifs. Et nous nous sommes dit que chaque famille allait trouver une maison dans le village et que les futures familles qui souhaiteraient nous rejoindre en trouveraient aussi dans le village. Donc il y avait ce pari qui a été fait de se dire que on n'allait pas avoir dès le départ de quoi loger toutes les familles qu'on souhaitait attirer et qu'on souhaitait voir s'installer ici. Mais le pari a plutôt bien fonctionné puisque donc nous nous sommes installés en août 2016 avec 2 autres familles et nous sommes désormais 8 familles et une personne célibataire. Et nous développons des projets associatifs sur notre temps libre autour des maisons du diocèse et dans ces maisons. D'accord. Donc chaque famille a acheté ou loue une maison dans le village et les maisons du diocèse servent pour les projets associatifs. Qu'est-ce qu'il y a comme projet associatif à l'heure actuelle? Voilà, alors nous avons plusieurs projets associatifs qui sont des projets que nous avions dès le départ et qui correspondent à ce qui pour nous est l'écologie intégrale. Donc le premier projet que nous avons lancé, c'est un projet d'école hors contrat où nous voulions développer des pédagogies qui nous semblaient davantage conformes au bien de l'enfant et à la nature de l'enfant. Nous voulions également une école qui soit réellement catholique, où la foi catholique soit enseignée de manière plus intensive, on va dire, qu'habituellement, et où il y ait une forme de cohérence, en fait, dans l'ensemble de l'éducation, dans l'ensemble de l'instruction, dans l'ensemble de la manière dont l'école est gérée, qu'il y ait une cohérence aussi entre éducateurs et parents, quelque chose qu'il est difficile de trouver dans le système éducatif bien installé, institutionnalisé. Et donc nous avons eu la chance de pouvoir reprendre les locaux d'une ancienne école privée sous contrat dans le village d'à côté, qui a fermé en 2017. Et nous avons récupéré les locaux et rouvert cette école hors contrat. Nous avons maintenant 2 classes avec 32 élèves. Nous sommes en pleine croissance et nous espérons maintenir cette taille familiale. Et donc nous nous sommes fixés 3 classes maximum de 15 élèves chacune, couvrant les 3 cycles du primaire. Et nous pensons que la question de la taille est essentielle dans tous les aspects en réalité des organisations, donc que ce soit pour l'école ou pour l'éco-hameau. Nous avons tout de suite fixé ou évalué une taille maximale à ne pas dépasser pour garder une qualité optimale qui soit plus, enfin, le critère qualitatif étant plus important justement que le critère quantitatif. Et ces 2 critères sont interdépendants, c'est-à-dire que plus vous augmentez la quantité, plus vous diminuez la qualité en réalité. Donc ça, c'est le premier projet, c'est l'école hors contrat Saint-Nicolas, qui maintenant est devenue assez indépendante de l'éco-hameau, puisqu'il y a beaucoup de familles
qui font partie de l'école, qui ne font pas partie de l'éco-hameau. Ensuite, nous avons un projet assez développé maintenant d'épicerie participative pour le village. Donc, nous avons lancé tout d'abord un groupement d'achat de produits secs et de produits frais. Donc, nous avons relancé un petit marché tous les mercredis après-midi à la Bénisson Dieu, des producteurs locaux qui viennent livrer leurs produits. L'idée, c'est de se passer au maximum des hypermarchés et de proposer des produits de qualité à un prix raisonnable en supprimant les intermédiaires, entre guillemets. Et nous sommes en train de rénover un local qui sera le lieu de l'épicerie participative et solidaire pour le village. Nous avons aussi un projet social, un projet d'accueil de personnes en difficulté dans une maison du diocèse que nous rénovons également. Alors, donc, nous ne le faisons pas nous-mêmes, mais nous effectuons des levées de fonds pour pouvoir payer les artisans qui rénovent cette maison actuellement. Et l'idée est de proposer l'écosystème de l'éco-hameau à des personnes en difficulté qui auraient besoin de se reconstruire sur le long terme. Et nous leur proposerions à la fois une vie de maison conviviale et aussi des activités agricoles et artisanales qui leur permettraient de retrouver un équilibre intérieur. Nous sommes en contact avec plusieurs types d'associations qui ont trouvé ce projet très intéressant parce qu'elles n'ont pas de lieu, en général à la campagne, où elles puissent envoyer des personnes en difficulté qui pourraient en bénéficier avantageusement. Alors, les activités agricoles et artisanales seraient portées par les différentes familles, puisque chacun d'entre nous, nous avons choisi ce retour à la terre aussi pour retrouver un contact plus direct avec la matière, avec la nature. Donc, chacun d'entre nous développe des compétences agricoles ou artisanales en plus de son métier principal. On a même un couple, les Hanouilles, qui, eux, ont tout quitté pour devenir vignerons et qui, la semaine prochaine, planteront le premier vignoble de la Bénisson Dieu. Enfin, c'est pas le premier vignoble dans l'histoire, mais c'est le retour du vignoble de la Bénisson Dieu. Et puis, donc, moi, par exemple, je me suis mis depuis 3 ans à l'apiculture. Mon épouse s'est mise aux plantes aromatiques et médicinales et va cette année s'installer en tant qu'agricultrice. Donc ça, c'est tout le projet et l'écosystème autour de la maison d'accueil pour personnes en difficulté. Par ailleurs, nous sommes aussi investis dans l'association des Amis de l'Abbaye afin de mettre en valeur le patrimoine local, donc l'abbatiale qui date du XIIe siècle, dans laquelle nous organisons des concerts, des visites guidées. Mais là, c'est l'association des Amis de l'Abbaye qui est porteuse de ce projet, avec certains membres de l'éco-hameau qui ont intégré cette association. Ça fait 3 ans que cette association, à l'initiative d'un membre de l'éco-hameau, organise des médiévales l'été autour de l'abbatiale. Donc il y a tout cet aspect de mise en valeur du patrimoine. Et puis enfin, dernier projet et non des moindres, nous souhaitons promouvoir une certaine façon de chanter le grégorien, la façon que Damien Poiblot, qui s'occupe de cela depuis 40 ans, a trouvé, c'est-à-dire une manière plus authentique de chanter ce chant multiséculaire qui, pour moi, correspond à ce que serait un chant conforme à l'écologie intégrale, puisque l'écologie intégrale s'applique même à la musique, étonnamment, mais j'ai donné à ce sujet un cours de philosophie sur la musique, et il y a des questions très intéressantes. En quoi la musique imite la nature, en quoi elle ne l'imite pas, voilà, comment retrouver un chant et une musique qui soit plus conforme à la nature des sons tels que le créateur les a mis dans la nature. Voilà un peu pour tous ces projets. Je sais que ça fait beaucoup à intégrer. Voilà. Alors c'est énorme, j'ai pas mal de questions un peu à te poser pour rebondir sur la question des projets.
Alors notamment, tu as évoqué, des pédagogies particulières à l'école. Est-ce que tu peux dire un mot sur ces choix pédagogiques, que vous avez conçus dans l'orientation, d'une écologie intégrale? Alors nous nous sommes, appuyés sur, un travail qui est fait en réalité depuis plus d'un siècle, hein, un travail sur le développement psychomoteur de l'enfant, un travail aussi en neuropsychologie, en neurosciences. Globalement, nous avons choisi de mettre en pratique la pédagogie de Maria Montessori pour la maternelle et le début de la primaire, parce que nous trouvons vraiment que ça correspond pleinement au développement de l'enfant et à la nature de l'enfant et à la manière dont il apprend de façon optimale. Et ensuite, nous faisons jusqu'à la sixième un mélange de différentes pédagogies qui nous semblent voilà, plus conformes au bien de l'enfant, de l'élève. Euh, donc, voilà, c'est un choix qui se justifie, qui s'argumente. Quoi qu'il en soit, ce qui nous semble très important, c'est la cohérence globale. Donc il y a évidemment dans l'école aussi un sujet environnemental, le sujet de l'écologie environnementale. Donc les enfants ont davantage de temps pour cultiver la terre, pour s'occuper des animaux. C'est intégré à la pédagogie et aux après-midi. Il y a davantage aussi d'éléments d'artisanat qu'on a intégrés parce que pour nous, comment dire, l'apprentissage académique ne peut pas porter que sur des matières intellectuelles ou cérébrales. Donc voilà pour la pédagogie de l'école. Et on essaye aussi de former les parents pour qu'il y ait une réelle cohérence entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison. Parce que c'est en fait la cohérence et l'enracinement dans une dimension verticale qui nous semble le plus important à transmettre aux élèves. En plus des apprentissages fondamentaux, évidemment, comme les maths et le français, etc. Et du coup, là, pour l'instant, vous êtes sur une école primaire. Est-ce que vous envisagez quelque chose pour le collège? Enfin, quelle sera la solution, ou quelle est peut-être déjà la solution pour les enfants qui sont en âge d'aller au collège-lycée? Alors pour l'instant, la solution que nous avons trouvée pour le collège, c'est de, c'est une sorte de structure parallèle où les parents complètent à la maison ce qui n'est pas donné au collège de façon suffisamment approfondie. Donc, par exemple, le français, par exemple, les maths, par exemple, le catéchisme, par exemple, euh, le latin, le grec. Donc, en fait, on complète un peu à la maison ce qui n'est pas transmis pour nous de façon suffisamment approfondie au collège. Mais nous avons toujours en tête l'idée de créer un collège sur place. Pour l'instant, nous n'avons pas une équipe pédagogique suffisamment étoffée pour pouvoir le faire. Mais ça n'est pas exclu pour l'avenir, puisque de toute façon, nous avons déjà un collège ouvert, puisque nous avons intégré la sixième au cycle 3 du primaire. Et pour ce faire, nous avons dû ouvrir officiellement un collège auprès du rectorat. Alors, autre question aussi par rapport au métier. Tu évoquais effectivement que vous avez tous en parallèle, une activité agricole, que vous êtes, assez engagés évidemment, dans les associations, dans le développement, de manière générale, heu, de de l'éco-hameau. Quels sont un peu les Comment est-ce que vous gérez justement, votre vie professionnelle? Est-ce que vous essayez de la relocaliser autour du hameau? Enfin, comment est-ce que de quoi vivez-vous en fait aussi? Parce que j'imagine que, heu, même si vous avez sans doute diminué un petit peu le coût d'un certain nombre de choses dans la vie, il y a quand même toujours besoin de salaire, ou en tout cas de revenus, pour faire vivre, vos familles. Oui, et puis il y a des métiers qu'on ne souhaite pas quitter parce qu'ils ont en eux-mêmes leur bonté propre. Donc, par exemple, il y a pas mal d'enseignants parmi nous voilà, qui ne souhaitent pas forcément devenir agriculteurs parce que l'enseignement, c'est aussi une forme de culture, une culture de l'esprit.
Donc ça dépend beaucoup des profils. Il y en a qui quittent tout pour devenir agriculteurs, il y en a ou artisans. Il y en a qui ont un double métier. Moi, c'est plutôt ce vers quoi je me dirige. J'aimerais voilà, partager mon temps entre l'apiculture et l'enseignement de la philosophie et de d'autres matières. Donc, ça dépend vraiment des profils. Il y a des profils assez variés. Il y a plein de métiers différents. La plupart d'entre nous travaillons à Roanne ou à Charlieu, qui sont les deux villes les plus proches, à 15 minutes. Mais effectivement, l'idée est de relocaliser malgré tout petit à petit l'économie. Euh, voilà, vers un marché local dont l'épicerie participative serait un des points de vente principaux. Donc, il y a parmi nous des artisans qui développent petit à petit leur activité. Il y en a qui font des formations agricoles pour petit à petit diminuer le travail salarié et développer ses activités agricoles ou artisanales. Voilà, nous essayons aussi d'être prudents parce que aujourd'hui, vivre de l'artisanat ou de l'agriculture sans mise de départ ou sans héritage, c'est assez matériel, j'entends. C'est assez compliqué, donc il ne faut pas non plus aller dans le mur. Donc on essaye de relocaliser au maximum l'économie et chacun voilà, développe les compétences avec lesquelles il a une affinité, je dirais. Et ça reste assez complémentaire entre ce que les uns et les autres développent en réalité. Alors, et par rapport à vos relations aussi avec le village, comment est-ce que vous êtes perçus? Est-ce que les gens vous regardent, un peu, de manière suspecte, comme si vous étiez une sorte de secte de Amish? Est-ce que justement même la dimension chrétienne aussi parfois peut peut-être, hérisser, certaines personnes? Ou est-ce que au contraire, tout se passe bien? Enfin, Alors nous comment est-ce avons que choisi dès le départ de jouer carte sur table. Donc nous sommes allés voir la mairie, nous leur avons envoyé la charte et nous nous sommes présentés à eux. On ne voulait pas avancer masqué, on ne voulait pas faire semblant de ne pas être ce que nous sommes. Et bon, en réalité, ça dépend des personnes, quoi. Il y a des personnes qui sont plus rebutées par l'aspect catholique, d'autres plus par l'aspect écologique, d'autres plus par l'aspect communautaire, convivial. On nous a par exemple fait le reproche de sortir dans la rue avec nos enfants plutôt que de rester dans nos maisons. Un reproche assez étonnant, mais assez représentatif de l'état actuel de notre société. Voilà, donc il y a eu à la fois un accueil très chaleureux et très bienveillant de beaucoup de personnes avec qui on collabore désormais. Donc il y a le cercle proche de l'éco-hameau, c'est ceux qui sont installés pour ce projet, les 8 familles et la personne et le célibataire. Et ensuite, il y a des cercles plus ou moins lointains de proches et d'amis de l'éco-hameau avec qui on collabore au quotidien en réalité. Et puis ensuite, voilà, il y a aussi des personnes qui ne nous aiment pas, qui n'aiment pas ce que nous représentons, ce que nous faisons, comme dans tout village et comme dans toute œuvre. À partir du moment où vous faites quelque chose, vous allez être critiqué, vous le savez bien, tu le sais bien toi-même, Victor. Donc ça, c'est la loi de la vie. Néanmoins, je trouve que nous avons eu plutôt de la chance, ça s'est plutôt bien passé, l'intégration, qui prend du temps évidemment, hein, à la fois dans le village et dans la paroisse. Mais ça s'est plutôt bien passé par rapport à d'autres projets euh, qui ont dû avorter en raison d'une résistance locale extrêmement forte, que nous n'avons pas rencontrée de façon excessive. Donc c'est plutôt positif. Et maintenant, on est plutôt bien intégré dans le paysage local. Je veux dire, on collabore dans d'autres associations du village avec des gens qui ne font pas du tout partie de l'éco-hameau et qui n'ont pas forcément d'atomes crochus avec l'écologie intégrale. Et voilà, ça se passe très bien. Il faut du temps, mais il faut arriver à hiérarchiser les priorités. C'est ça qui est le plus important. L'équilibre est difficile à trouver entre la vie de famille,
la vie de l'éco-hameau, le travail à l'extérieur. C'est un équilibre qui est réinterrogé chaque année. En réalité, chaque année, on remet sur la table la question de l'accueil parce qu'on a aussi pour vocation d'accueillir des personnes qui souhaitent découvrir ce type de mode de vie. Donc, on s'est limité pour l'instant à un accueil par mois sur un week-end, parce qu'au début, ça nous prenait tous nos week-ends, presque toutes nos semaines, donc c'était invivable. Et chaque année, cet équilibre est réinterrogé. Comment on gère l'accueil, qui s'en occupe, combien de temps on y consacre, combien de temps on consacre au projet associatif, sans mettre en péril notre équilibre familial, mais en même temps, notre équilibre familial a besoin de la communauté, de la convivialité. Se concentrer uniquement sur la famille dite nucléaire, c'est la mort de la famille en réalité, qui aspire à s'ouvrir à plus qu'à elle-même. Donc cet équilibre est constamment discuté en réalité. Et alors, tu parlais de la paroisse, justement, donc en gros, il y avait déjà une communauté paroissiale dans le village dans lequel vous êtes installé, qui était dans quel état? Et comment est-ce que justement, vous, en tant que communauté, quelles sont vos relations, votre manière de Alors vous inscrire dans cette communauté paroissiale? nous faisons partie de la paroisse, d'une paroisse qui englobe une vingtaine de clochers. Donc nous sommes un clocher parmi d'autres, mais nous avons proposé dès le départ de faire des temps de prière et de nous occuper de l'aspect liturgique de l'abbatiale en dehors de la messe mensuelle anticipée du samedi soir. Donc on nous a confié les clés, on s'occupe d'ouvrir et de fermer l'église. Certains chantent les lauds tous les matins à 7h. Il y a aussi les vêpres le dimanche soir à 18h. Il y a un chapelet par semaine. Il y a la prière des mères hebdomadaire. Il y a une veillée de prière et d'adoration hebdomadaire. Donc voilà, la communauté de l'éco-hameau, qui n'est pas une communauté religieuse, mais qui est un collectif de laïcs qui souhaitent prier ensemble au quotidien, eh bien, propose un certain nombre de temps de prière, réguliers ou spontanés, tout au long de l'année. Et c'est ce vers quoi, malheureusement, se dirigent les petites communautés rurales qui vont de moins en moins avoir de prêtres pour dispenser les sacrements. Donc, après, nous avions proposé au diocèse de Lyon d'être aussi un lieu où pourraient venir se reposer des prêtres, ou d'être un lieu aussi d'expérimentation d'une nouvelle forme de paroisse en ruralité. Euh, Parce qu'il faut anticiper l'effondrement des paroisses rurales. Certains évêques le font, et l'idée à terme, ce serait de dire qu'il faudrait créer des foyers, des centres où se concentrerait une vie chrétienne fraternelle, là où seraient dispensés les sacrements, parce que tenir le maillage territorial dans l'état actuel du nombre de prêtres semble illusoire. Donc il faut essayer d'inventer un nouveau modèle qui serait peut-être celui qui existait au début du christianisme, ou dans les endroits où il n'y a pas ce maillage territorial, justement, mais le modèle des petites communautés chrétiennes très fraternelles, très rayonnantes, qui serait comme un foyer à partir duquel on pourrait, voilà, petit à petit réévangéliser le territoire, entre guillemets. Ça, c'est le modèle que moi j'ai en tête sur le long terme. Mais pour l'instant, on reste dans le modèle ancien du maillage territorial, paroissial. Euh, et nous proposons des temps de prière quand nous le pouvons, comme nous le pouvons, autant que nous le pouvons dans l'abbatiale. Et puis ensuite, chacun va à la messe le dimanche où bon lui semble. Il n'y a pas d'obligation commune. Il y a des sensibilités assez diverses. Donc c'est parfois difficile de définir ce qui fait l'unité de l'éco-hameau, spirituelle ou humaine. Bon, ce qui fait l'unité, c'est qu'on a décidé de vivre ensemble et qu'on essaye de vivre notre foi catholique de la façon la plus cohérente possible.
Et alors, justement, par rapport à l'évangélisation, c'est un peu une question qui peut se poser. Heu, Si on caricature un peu votre démarche, on pourrait dire que vous avez quitté le monde, vous êtes, reclus, sur vous-même et que vous avez renoncé, à évangéliser. Qu'est-ce que tu répondrais, à ça? Beh, la première chose que je réponds, c'est que le monde ne se réduit pas, aux villes. Donc quand on s'installe en ruralité, on s'installe aussi dans le monde, mais dans un monde, heu, que les citadins, méprisent en général ou considèrent comme n'étant pas le monde. Mais c'est aussi le monde en fait, la ruralité. C'est pour ça aussi qu'on a préféré s'installer dans un village existant parce que, voilà, on s'installe au milieu de gens qui sont du monde et dans le monde. Ensuite, sur l'évangélisation, hem, bah, il y a plusieurs types d'évangélisation. Il y a l'évangélisation directe, et puis il y a l'évangélisation, par l'exemple, par attraction, par la cohérence du mode de vie, et donc moi, c'est plutôt, cette forme d'évangélisation-là que je défends, que je promeus. D'autres dans les Coamo participent régulièrement à des missions d'évangélisation directe, hein, donc il n'y a pas de doctrine unifiée là-dessus dans les Coamo. Il y a plutôt des complémentarités. Mais moi, je pense que, comment dire, ma mission première, c'est d'abord d'évangéliser, de m'évangéliser moi-même et d'évangéliser mes enfants. Donc ça passe par un mode de vie cohérent avec ma foi. Et puis ensuite, je fais le pari que ce mode de vie unifié et cohérent rejaillira sur, voilà, ceux qui nous entourent. C'est déjà le cas parce que voilà, on reçoit beaucoup de monde qui vient visiter les Coamo et qui s'en inspire, qui repartent aussi parfois transformés par ce qu'ils ont vécu ici. Donc c'est un fruit réel qu'une évangélisation directe ne peut pas produire, parce que justement, c'est une construction sur le long terme. Moi, j'utilise souvent l'image du front, quoi. Si vous avez quelqu'un au front, mais que vous avez personne derrière le front pour assurer la base, ça sert à rien. Donc, il faut aussi assurer la base arrière du front. Et puis, aussi localement, on a des exemples de gens qui se sont reconvertis à notre contact. J'ai l'exemple d'un, 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 d'un ami là voilà, qui a retrouvé une foi plus ardente, je dirais, et d'une femme qui s'est reconvertie, qui n'était pas du tout catholique pratiquante, qui avait été baptisée, mais qui s'est profondément reconvertie, et qui donc il y a ces exemples aussi de témoignages, voilà, par l'exemple, qui produisent des conversions et des changements de vie, tout autant que le ferait une évangélisation directe, qui de toute façon a besoin aussi de la base arrière pour que cette conversion s'ancre dans le temps long et ne soit pas comme ces graines qui poussent sur le bord de chemin et qui sont étouffées par les ronces parce qu'elles ont poussé trop vite, ou brûlées par le soleil parce qu'elles ont poussé trop vite. Alors j'aurais une question un petit peu plus, théorique, mais tu sais, il y a toujours cette dimension un peu d'équilibre en quelque sorte quand on décide d'une certaine manière de rompre avec, avec son temps, avec son siècle, avec des modes et cetera. Il m'est déjà arrivé de m'intéresser aux communautés de Amish. Alors elles peuvent avoir des choses évidemment, caricaturales, mais j'ai remarqué que chez les Amish, en fait, on n'est pas sur une rupture totale. C'est-à-dire qu'en gros, il y a certaines choses du monde moderne, des technologies, des usages et cetera qu'on décide de conserver, avec, certaines limites qui sont fixées d'une communauté à une autre. D'ailleurs, certains Amish, utilisent, un peu, beaucoup ou pas du tout la voiture, d'autres utilisent le Mmh. téléphone, mais, de telle ou telle manière et cetera. Et puis il y a aussi cette dimension chez l'Amish de ne pas être dans une marginalisation totale. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vivent en marge des sociétés, de fait par leur habillement, par, leur mode de vie et cetera, l'organisation communautaire. Mais, ils s'intègrent aussi à l'économie puisque justement ils sont souvent, menuisiers et ils ont des entreprises très compétitives, dans le domaine justement de la menuiserie, de la fabrication du bâtiment et cetera. Comment est-ce que justement vous pensez cette rupture, et
Et quel est votre rapport justement au fait de vivre en marge, mais sans être totalement un marginal? Voilà, alors effectivement, ça dépend comment on définit le monde. Bon, dans ce que tu décris et dans la manière dont les gens utilisent ce mot en général, le monde, c'est la façon majoritaire de vivre aujourd'hui. Bon, admettons cette définition nominale. Dans ce cas-là, on peut dire qu'on essaye d'être à côté du monde, de faire un pas de côté par rapport au monde, effectivement. Alors, pour deux raisons. La première, c'est d'abord pour mes enfants. Je ne souhaite pas les couper totalement du monde, mais comment dire, euh, quand vous faites pousser une graine, vous ne l'exposez pas directement à la canicule. Sauf si vous voulez sélectionner les graines les plus résistantes, mais dans ce cas-là, vous perdez 90% des graines et vous gardez les 10% les plus résilientes. Ça ne marche pas dans l'éducation, puisqu'on essaye de garder tout le monde. Et donc, je pense que, voilà, pour nos enfants, il faut un développement homogène, cohérent, où ils ne soient pas mis trop rapidement au contact d'une certaine forme de violence du monde. Parce que voilà, la graine doit d'abord se grandir et être suffisamment solide pour pouvoir résister au vent contraire, à la canicule, à la sécheresse, etc. Bon, ça c'est une première chose. Donc je ne sais pas si ma manière de faire est la meilleure, mais j'essaye de faire en sorte que la graine, c'est-à-dire mes enfants, grandissent harmonieusement sans subir trop d'agressions qui ne seraient pas capables d'encaisser suffisamment. Voilà. Mais évidemment, il faut qu'à un moment donné, ils soient confrontés au monde, mais j'espère qu'ils auront alors des bases suffisamment solides pour pouvoir voilà, être solides face à ce monde. Et j'espère leur avoir fait goûter le beau, le bien, le vrai, qu'ils ne trouveront pas forcément dans le mode de vie occidental majoritaire aujourd'hui, et auxquels ils reviendront peut-être un jour, parce que voilà, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison pour laquelle on fait un pas de côté, c'est justement la même raison que celle des Amish. Je trouve que les Amish ont une démarche extrêmement intéressante, parce que ils font quelque chose que nous ne faisons pas, c'est qu'ils interrogent les limites de la technique. Nous, on fait comme si on ne pouvait pas refuser un progrès technique ou technologique, comme si c'était forcément bien, c'est forcément un progrès. C'est cette position qui me paraît absurde. Alors souvent, on me reproche voilà, d'être technophobe, de vouloir revenir en arrière, etc. Mais je veux dire, la position la plus absurde, c'est de penser que la fuite en avant technologique ne produit que du bien. Ça me paraît complètement bizarre comme idée et fortement improbable. Donc je pense que la démarche des Amish, c'est-à-dire s'interroger sur les limites de la technique, est indispensable. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la même réponse que les Amish, puisque tu as dit toi-même qu'entre eux, ils avaient des réponses différentes. Mais il faut faire cette démarche, c'est-à-dire interroger les limites de la technique. Et en réalité, les catholiques de droite le font depuis longtemps sur les questions bioéthiques. Sur les questions bioéthiques, un catholique de droite n'a aucun problème à poser des limites très claires à ce que peut faire la technique ou à ce que peut faire la technologie, en raison d'une définition de la nature humaine et du bien de la nature humaine. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas étendre cette question à d'autres questions que la bioéthique. Alors, en bioéthique, il y a des enjeux massifs, on est d'accord, sur la vie humaine. Il y a ce que le pape Jean-Paul II appelait des actes intrinsèquement mauvais, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres questions moins directement liées à la vie humaine. Et donc, mais malgré tout, je pense que cette réflexion sur la technique doit être menée, des choix doivent être pris, et ensuite, voilà, ça ne me paraît pas absurde de vouloir limiter certains aspects de la technologie moderne, comme n'allant pas dans le sens du bien et de la finalité humaine. Après, la prudence, cette sagesse pratique dont parle Aristote, fait que vous adaptez les principes communs aux circonstances singulières, évidemment. Mais je pense que cette réflexion doit être menée.
Donc, je peux prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est la voiture. Bon, moi, la voiture, je ne m'y oppose pas, à cause du CO2. En fait, je pense que la question écologique doit être abordée, d'une autre façon. Pas juste par le prisme du CO2 et du bouleversement climatique, parce que c'est trop éloigné de nous. Moi, pourquoi je trouve que la voiture n'est pas un bien désirable? Eh bien, pour plein de raisons autres que la seule pollution. Par le fait que c'est un engin bruyant euh, qui produit un environnement laid, qui rend tout le monde agressif, puisqu'à l'intérieur d'une voiture, on se transforme en une espèce de monstre agressif. Donc en fait, c'est quelque chose qui dispose à l'irascibilité, qui aussi nous fait entrer dans un rythme qui n'est pas conforme au rythme humain, parce que le rythme humain est beaucoup plus lent que celui de la voiture. Donc ça nous fait rentrer dans une espèce d'accélération qui n'est pas conforme à notre bien, à notre nature. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la civilisation de la voiture n'est pas une civilisation pleinement conforme à la nature humaine. Bon, voilà, ça c'est une première chose. Est-ce que ça fait de moi un technophobe? Non, parce que je pense que, par exemple, le vélo a quelque chose de beaucoup plus humain et de beaucoup plus équilibré. Et le vélo est une technique, une technologie, une avancée assez, oui, assez forte dans l'histoire de l'humanité. On peut prendre un autre exemple, c'est l'exemple du micro. Le micro, le microphone, notamment dans les églises, est une catastrophe, mais personne n'y réfléchit. Pourquoi c'est une catastrophe? Pour plein de raisons. La première, c'est que le micro nous empêche de nous expérimenter en tant que peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que à travers le micro, le célébrant s'adresse à chacun comme à un individu. Donc le micro favorise l'individualisme ambiant, alors qu'en réalité, la liturgie, c'est le rassemblement du peuple de Dieu, la louange du peuple de Dieu. Et quand quelqu'un s'adresse à une foule sans micro, la foule s'expérimente réellement comme une foule, comme un peuple, ce qui n'a plus lieu avec le micro. Deuxième chose, le micro entraîne une désorientation spatiale. La première fois que mon fils a entendu quelqu'un parler à travers un micro, il s'est tourné vers l'enceinte. Parce qu'évidemment, le son, il sort pas de la bouche du prêtre, il sort de l'enceinte. Donc en réalité, il y a une désorientation spatiale et on n'est plus tourné vers l'émission de la voix qui devrait être celle qui vient de l'autel, par exemple. Quels sont les autres problèmes du micro? Ça dispose aussi à parler d'une certaine façon, à dire des choses que vous ne diriez pas si vous n'aviez pas de micro, par exemple des petites blagues ou des choses comme ça. Vous parlez sur le ton de la conversation alors que vous devriez être en train de prêcher, c'est pas du tout le même style de parole. Et par ailleurs, ça crée chez l'Assemblée une écoute passive. Et c'est pour ça que si vous interrogez une assemblée après les lectures et après l'homélie, la plupart ne savent pas ce qui a été dit parce qu'ils étaient dans une écoute passive. Alors que l'absence de micro vous oblige à écouter de façon active, donc à intégrer davantage. Donc on peut multiplier ces choses à l'infini et ça ne fait pas de moi un technophobe, puisque au contraire, je privilégie contre le micro l'art oratoire. Mais l'art oratoire, c'est une technique très élaborée qu'on a perdue à cause du micro. Donc la technologie entraîne certains avantages, par exemple le fait qu'on peut faire des méga rassemblements avec des milliers de personnes, certes, mais on a oublié ce qu'on perdait. On sait ce qu'on gagne, mais on a oublié ce qu'on perd. Et je pense que ce qu'on perd est plus précieux que ce qu'on a gagné avec le micro. Et donc il faut retrouver l'art oratoire, qui est un art à part entière et qui est d'une certaine façon plus sophistiqué et plus difficile à acquérir que la technologie du microphone. Donc toutes ces réflexions doivent être menées de façon précise, de façon argumentée, mais voilà, on n'a pas décidé de
de prendre ces questions à bras-le-corps, alors que les Amish l'ont fait, et voilà, ils ont des réponses qu'on ne partagera pas forcément, mais qui sont intéressantes parce que cette réflexion a été faite. Et nous, voilà, le seul domaine dans lequel on le fait vraiment, quand on est catholique de droite, c'est les questions bioéthiques, où on fait des distinctions extrêmement précises, extrêmement fines, qui confinent à de la scolastique, tardive. Ça nous pose aucun problème. Mais quand il s'agit de réfléchir à la technique, à la technologie dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine économique ou environnemental, il n'y a plus personne. Alors, je voudrais pas abuser trop de Je ton t'en prie, temps, on a le François. temps. On a le temps. Moi, une question qui me paraît aussi très importante, c'est celle de l'autorité dans la communauté. Comment justement, qui dit communauté dit forcément une certaine forme d'unité ou en tout cas voilà, le partage d'un certain nombre de règles. Comment ces règles sont fixées? Comment s'exerce l'autorité au sein de la communauté? Alors, c'est une très bonne question. Nous avons choisi de suivre un MOOC, une université en ligne, une formation autour de la gouvernance partagée ou participative. Alors, c'est des termes qui peuvent un peu effrayer certains bords politiques, mais ça nous semble très intéressant parce que voilà, les colibris de Pierre Rabhi ont une expérience de 40 ans de gestion de communautés conviviales, justement, et ils ont tiré de cette expérience des outils qui fonctionnent très bien, qui sont parfois des outils qu'on qu'on a pratiqués pendant des siècles en Occident et qu'on a oubliés, qu'on pratique dans les monastères, qu'on pratiquait dans les villages sous l'Ancien Régime, mais qu'on a totalement oublié parce qu'on a une vision faussée de la démocratie et une absence totale de pratiques démocratiques dans notre pays. Donc, pour ce qui est de l'échelle du village ou de l'éco-hameau, en tout cas, je pense que certains outils fonctionnent très bien, nous l'expérimentons au quotidien. Donc voilà notre organisation. Nous nous réunissons une fois par mois en conseil d'éco-hameau et les réunions, évidemment, ont pour objet les questions qui concernent tout le monde, donc qui concernent en général la vie associative et les différents projets qui sont développés. Et nous procédons pour les décisions par une gestion par consentement. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, la différence entre le consentement et l'unanimité, c'est que l'unanimité, tout le monde dit oui. Le consentement, plus personne ne dit non. Ça veut dire que c'est plus souple que l'unanimité. Ça signifie que quand vous avez une décision à prendre, eh bien, une décision est proposée, et si vous n'avez pas d'objection majeure et rationnelle à cette décision, elle est acceptée. Ça signifie que peut-être que vous avez des préférences, vous auriez préféré prendre une autre décision, mais vous pouvez pas dire, vous n'avez pas d'argument majeur et rationnel qui expliquerait pourquoi ce serait cette décision et pas une autre qui devrait être prise. Donc peut-être que vous n'auriez pas pris cette décision si vous étiez seul à décider, mais l'intelligence collective fait que c'est plutôt vers cette décision qu'on se dirige. Et souvent, on se rend compte que c'est finalement la bonne décision. Et il est toujours possible de revenir dessus si on se rend compte qu'elle ne fonctionne pas. Alors, ce système nous semble intéressant parce que ça permet à la fois à tout le monde de s'exprimer et en même temps, ça permet aux décisions d'être prises. Donc, ça évite les écueils du démocratisme où tout le monde s'exprime et où aucune décision n'est prise. Et ça évite l'écueil de l'autoritarisme où il y a des décisions qui sont prises, mais personne ne s'exprime. Bon. Alors ensuite, il y a des rôles dans ces réunions. Il y a le rôle de président de séance, il y a le rôle de secrétaire qui fait les comptes rendus, et il y a le rôle de facilitateur qui organise les réunions pour que tout le monde puisse parler et que on ne s'éloigne pas trop des sujets. Et ces trois rôles sont déterminés par élection sans candidat. C'est-à-dire qu'on fait un tour de table en disant, voilà, moi je verrais bien cette personne en président de séance, et on argumente. Et en général, le fruit de cette élection sans candidat, eh bien, ça donne une désignation de personnes qui ne se seraient jamais présentées et qui pourtant ont toutes les compétences et les qualités pour le poste en question. Et souvent, on change d'avis au cours du tour de table parce qu'on entend les arguments des uns et des autres auxquels on n'avait pas pensé, et donc ça nous fait changer d'avis. Ensuite, évidemment, la personne est libre d'accepter ou pas le poste.
mais c'est comme ça qu'on désigne les fonctions et les postes. Donc, c'est un fonctionnement assez fluide qui donne vraiment satisfaction. Euh, donc, il n'y a pas comment dire, d'autorité centrale ou de chef entre guillemets. C'est une organisation assez participative, assez collective. Après, il y a quand même l'organisation de l'association en tant que telle, avec un président, un secrétaire, un trésorier. Mais l'organe de décision, c'est vraiment le conseil de hameau. Et jusqu'à maintenant, ça nous a donné entière satisfaction. Alors, les conditions de possibilité pour que ça fonctionne, c'est lesquelles? C'est premièrement que tous les participants euh, soient volontaires pour fonctionner de cette façon-là. Évidemment, si vous en avez un qui préférerait un système hiérarchique et qui ne veut pas de cette organisation et qui vient pour mettre le bazar, ça ne marchera pas. Bon, ça c'est sûr. Et la deuxième condition de possibilité, c'est la taille. C'est-à-dire, au-delà d'une certaine taille, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça que la question de la taille est fondamentale et que on ne peut pas aller au-delà d'une certaine taille si on veut garder une certaine qualité et une certaine convivialité. Il faut accepter de se limiter, comme un arbre qui a atteint sa taille optimale, ne croît plus, mais fructifie, porte des fruits. Donc voilà pour l'organisation. Je ne sais pas si tu as des questions à ce sujet, mais c'est assez fluide et c'est assez efficace pour l'instant. Alors moi j'aurais des questions un peu pratiques parce que c'est quand je discutais un petit peu de ton mode de vie autour de moi, c'était les questions souvent que les gens posaient. Si par exemple, voilà, imaginons, je m'installe demain à l'éco-hameau de la Bénisson-Dieu et pour des raisons, je sais pas moi, professionnelles ou de temps, j'ai pas forcément le temps de m'impliquer dans toutes les activités. Il m'arrive parfois de manquer justement le conseil de l'éco-hameau et puis même d'avoir envie de développer un projet associatif qui n'existe pas, j'en sais rien moi, un projet Ouais. sportif par exemple. Et, euh, et puis bon, voilà, on n'est pas forcément très régulier aux prières proposées par l'éco-hameau. Comment ça se passe? Est-ce que en gros, qu'est-ce qui est demandé d'une Ouais, certaine manière à chacun en termes de participation? voilà. Est-ce que je peux me retrancher Oui, oui. provisoirement pour des raisons personnelles? Alors, il n'y a pas d'obligation parce qu'on n'est pas une communauté monastique. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, il y a un cercle restreint, puis ensuite il y a des cercles concentriques. Donc, il y a des gens qui participent à certaines manifestations de l'éco-hameau, à certaines propositions, mais pas à d'autres. Et donc, ceux qui font partie, à proprement parler, de l'éco-hameau du cercle restreint, c'est ceux qui participent au conseil de hameau. Donc, quels sont les devoirs quand tu es membre de l'éco-hameau? C'est de payer une cotisation, de participer au conseil du hameau, et c'est tout. Après, les temps de prière ne sont pas obligatoires. Chacun participe aux commissions qui l'intéressent. Donc, il y en a qui ne sont pas du tout investis dans l'association des Amis de l'Abbaye. Il y en a qui ne sont pas du tout investis dans le Grégorien. Il y en a qui ne sont pas du tout investis dans l'école. Donc, chacun fait en fonction de ses affinités, ses besoins, ses intérêts. Voilà, donc après, il n'y a pas d'obligation. Mais alors, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, on y gagne d'avoir des relations amicales extrêmement approfondies et extrêmement nourrissantes, ce qu'on n'a pas ailleurs, en fait. Donc, en fait, ce que tu viens chercher quand tu viens t'investir, c'est un don de toi-même à une œuvre de bien commun, et tu en retires ce qu'Aristote appelle le bonheur, quoi. Je veux dire, voilà, des amitiés approfondies, une vie cohérente, un don de toi pour telle ou telle œuvre de bien commun. Donc voilà, c'est l'épanouissement de chaque personne qui est en jeu ici. Après, chacun fait en fonction de ses possibilités. Donc il y en a qui ont des périodes de travail très intenses, donc on les voit plus à ce moment-là. Ils sont beaucoup moins investis dans les temps communs. J'ai oublié de te dire aussi qu'il y avait des chantiers participatifs un samedi après-midi par mois pour prendre soin, s'occuper du ménage de l'église, s'occuper de l'entretien des bâtiments du diocèse, etc. Donc ça aussi, c'est une obligation de ceux qui font partie de l'éco-hameau. Euh,
Mais après, à part ces choses-là, il n'y a pas d'obligation, il y a pas de police. Et en fait, ça varie pas mal. En fait, il y a certaines années où il y en a qui sont extrêmement investis, alors que d'autres sont plus en retrait. Puis ensuite, ça bascule, ça change. Euh, et puis, il y en a qui font partie de cercles plus éloignés, en fait, mais qui participent à telle ou telle chose. Donc, c'est quelque chose d'assez souple qui est assez perturbant. Je suis d'accord. C'est difficile. C'est difficile de. Parfois, on aurait envie qu'il y ait une organisation plus rigoureuse, entre guillemets, plus militaire, mais c'est pas possible avec des familles, en fait. Avec des familles et des enfants en bas âge, c'est pas possible. Et ça correspond pas, à mon sens, à la subsidiarité. C'est-à-dire que le, le, le noyau principal, ça reste quand même la famille qui a besoin de plus qu'elle-même. Mais, mais ça doit être la priorité, la famille. Donc après, chacun s'investit en fonction de ses possibilités en plus. Et oui, on trouve plus de joie, évidemment, quand on peut collaborer ensemble sur un projet que si on était juste chacun chez soi. Donc, il est possible d'avoir des gens qui s'installent avec un état d'esprit consumériste. On est d'accord. D'ailleurs, c'est déjà, d'une certaine façon, un peu le cas, puisqu'il y a des gens qui se sont installés sans nous demander l'autorisation. Ils ont le droit, évidemment. On possède pas toutes les maisons du village. Parce qu'ils avaient entendu parler du fait qu'il y avait un éco-hameau, donc ils se sont dit, bah, ben, on sera mieux ici qu'ailleurs, donc on va s'installer ici parce qu'on pourra profiter des choses que l'éco-hameau proposera. Bon, bah écoute, tant mieux, ça fait des forces vives en plus, même s'ils ne sont pas autant investis que les membres à proprement parler de l'éco-hameau. Voilà, il faut accepter cette souplesse parce que c'est ce qui correspond à la vie de laïc, en fait. Sinon, on bascule dans la vie monastique. Et voilà, on a vu que les expériences de communautés nouvelles qui avaient appliqué le modèle monastique aux familles, ça fonctionne pas du tout, quoi. Alors ça justement, je rebondis là-dessus si tu as encore un Bien petit peu de sûr, temps. Effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup dans l'Église, d'emprise et cetera et je pense que c'est quand même des sujets, qu'il faut pas non plus, trop minorer ouais, quoi, parce qu'il y a enfin voilà, il y a eu des dérives tout à réelles. fait. Qu'est-ce que justement enfin voilà, là tu évoquais justement cette distinction entre, vie monastique, vie de laïque. Voilà, qu'est-ce que vous avez mis un peu en place justement pour éviter, prévoir en quelque sorte les dérives qui sont humaines Mmh, en fait? Parce que souvent c'est pas lié au bien catholicisme ou, sûr. voilà, c'est la nature humaine qui effectivement parfois, Mmh. peut connaître ces travers-là. Bah, il y a la nature humaine et il y a aussi l'organisation qui favorise ou pas, qui dispose ou pas à ces abus. Donc voilà, nous, l'organisation telle qu'elle est faite fait qu'il est difficile d'être dans une position d'abus parce qu'il n'y a pas de lien d'obéissance, il n'y a pas de lien d'autorité, il y a une égalité de niveau de décision, entre guillemets, chacun a le même niveau d'autorité. Donc ça permet quand même largement d'éviter les dérives et les abus. Il y a un contrôle, voilà, c'est une vie associative, donc pour ce qui est des finances, il y a un contrôle chaque année que tout est bien en ordre et a été bien géré. Euh, donc pour qu'il y ait abus, il faudrait que on se ligue tous ensemble pour abuser de quelqu'un, mais bon, ça devient extrêmement improbable, quoi. Donc l'organisation elle-même, voilà, dispose, je pense, au fait qu'il n'y ait pas d'abus, et le fait aussi qu'on a justement refusé le modèle monastique. Donc, in fine, chaque famille est maître d'elle-même. Chaque famille a son indépendance propre. Il n'y a pas de partage d'argent, il y a pas de mise en commun comme chez les moines. Tout ce qui est mis en commun, c'est via le support de l'association. Donc, c'est géré en commun. Voilà, donc je pense que cette organisation-là permet d'éviter les abus. Dans une organisation de type plus monastique ou plus hiérarchique, c'est plus compliqué parce que là, il faut que la vertu du dirigeant soit impeccable. Donc, je ne sais pas si ça te convainc ou ça te parle, mais moi, je dirais que c'est grâce à l'organisation qu'on évite ce genre de choses et grâce à l'absence de mélange des genres entre vie monastique et vie villageoise, en fait. On cherche à refonder un village, quoi. Donc,
tel qu'il devrait exister, tel qu'on rêverait qu'il existe. Et voilà, le développement des projets associatifs et des lieux et des biens communs, c'est juste ce qu'il y avait auparavant dans des villages. Le lavoir, c'était un lieu commun, le moulin aussi, etc. Le four à pain, voilà, ce genre de modèle. Donc c'est pas le modèle d'une vie monastique, c'est le modèle d'une vie villageoise. Mais avec un aspect de sobriété, de simplicité volontaire, de cohérence de mode de vie, une forme de radicalisation malgré tout. Mais écoute, merci beaucoup François. Voilà, juste un peu pour dire un dernier mot avant de se quitter. Moi, c'est vrai que du coup, je compare beaucoup ce que tu vis par rapport à ce que moi je vis, alors dans un projet qui est pas du tout, le Oui, même. En fait, ce que j'expliquais dans un des podcasts précédents, moi, c'est un peu la providence qui nous a guidés. Il y avait pas vraiment de projet, oui, réfléchi, mais effectivement, on s'est retrouvés par la force des choses, autour d'une école hors contrat où se sont implantées énormément de familles. Voilà. Mais c'est vrai que là où je vois quand même une grosse différence, c'est effectivement, comme tu dis, la taille du village. Quand on est dans une ville de 4 000 habitants, on n'a pas le même rôle d'un point de vue du développement de projets associatifs, de la vie de oui, village. Enfin, on n'est plus vraiment d'ailleurs sur le format d'un village avec 4 000 habitants. On est déjà sur une petite ville, que effectivement dans un hameau. oui. Alors, voilà, juste peut-être avant de se quitter, de conclure, voilà, si peut-être de manière synthétique, tu as quelques messages, voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui souhaiteraient entrer dans une telle démarche, peut-être, voilà, quelles sont les premières questions à se poser ou les choses les plus importantes qu'il faut avoir en tête quand on est dans cette démarche. Oui, effectivement, enfin, je veux dire, notre modèle n'est pas le seul possible. Il y a plein de modèles possibles, il y a le vôtre, il y a celui d'école hameau, que tu connais, qui eux, justement, sont un ensemble de familles, mais qui sont beaucoup plus espacées, dans des villages assez éloignés, enfin, plus éloignés que les uns des autres que nous, puisque nous, on est au sein d'un même village. Il y a plein de modèles possibles. Moi, ce que je conseille à ceux qui veulent se lancer, c'est déjà, voilà, il suffit d'être 2 ou 3 foyers, que ce soit des familles ou des célibataires, il suffit d'être 2 ou 3. Les familles, ça permet quand même de stabiliser parce que les célibataires, on en a eu beaucoup parmi nous et en général, ils finissent par s'en aller au bout d'un un an et demi parce qu'ils ont, voilà, de fait, une situation moins stable. Mais il suffit d'être 2 ou 3 et ensuite, ça va tout de suite attirer des gens. Au départ, nous, chaque semaine, on avait des gens qui venaient alors qu'il ne se passait rien, quoi. Donc, ça attire tout de suite des gens. Il faut bien définir le modèle. Est-ce que c'est un habitat partagé? Est-ce que c'est un habitat participatif? Est-ce que c'est dans un village? Est-ce que c'est dans plusieurs villages? Est-ce que c'est dans une petite ville? Est-ce que c'est un immeuble dans une grande ville? Voilà, il faut définir le modèle. Et ensuite, il faut accepter de ne pas trouver le lieu idéal. On rencontre plein de gens qui veulent fonder ce genre de choses et qui ne se lancent jamais parce que soit ils ne trouvent pas le lieu idéal, mais ça c'est impossible, soit ils se posent trop de questions. Ils veulent tout régler avant de se lancer. Donc il y en a qui rédigent des documents de 150 pages de règlement intérieur sans avoir rien vécu encore. Donc ça c'est absurde. Nous on a rédigé notre règlement intérieur et voilà, notre organisation interne au fur et à mesure. En fait, il faut se lancer d'abord. Il faut accepter de faire le premier pas, le saut dans le vide, comme le mariage. Je veux dire, si vous passez votre vie à vous préparer au mariage, vous n'allez pas vous marier. Mais là, c'est un peu analogue en fait au mariage, c'est-à-dire que c'est une sorte d'engagement, pas aussi forte que le mariage, mais il faut faire une sorte de pas dans le vide. Et puis ensuite, au fur et à mesure, il y a des choses qui vont venir, il y a des adaptations qui vont se faire, etc. Ce qui est très important à faire, à mon avis, c'est de suivre le MOOC des colibris qui s'appelle Créer son oasis. Parce qu'ils ont brossé en fait tous les aspects matériels, administratifs, humains de la création d'un écolieu. Alors après, vous l'adaptez à votre projet, mais c'est extrêmement bien fait. Nous, on a suivi ça et ça nous a permis de ne pas aller dans le mur et de réfléchir sur les aspects essentiels. Donc ça, c'est important parce qu'ils ont vraiment une expérience et une compétence à ce niveau-là, les colibris de Pierre Rabhi, même s'ils ne sont pas catholiques. Euh, En tout cas, pas officiellement, puisque Pierre Rabhi, lui, a été formé auprès de Gustave Thibon. Et donc, voilà, il faut suivre ce MOOC, il faut se former. Après, il faut se lancer, quoi. Alors, il faut être aussi à une étape de sa vie où on peut se lancer.
Il faut pas avoir un emprunt, il faut pas il faut pas avoir un métier il faut avoir un métier assez souple pour pouvoir le trouver ailleurs, donc il faut que les étoiles soient un minimum alignées. Mais, je trouve dommage, de voir beaucoup de velléités et peu de réalisation. Après maintenant, il y a plein de structures qui existent. Il y a des structures qui, font le lien entre les communautés monastiques et les porteurs de projets, puisqu'il y a plein de communautés monastiques vieillissantes qui savent plus quoi faire de leurs locaux, mais qui veulent pas les abandonner à des promoteurs immobiliers. Donc, il y a beaucoup plus de choses «qu'à notre époque» entre guillemets. Depuis 5-6 ans, ça il y a plein de choses qui se sont développées, donc pour trouver des lieux, c'est d'une certaine façon, plus facile qu'à notre époque. Voilà un peu les conseils que je donnerais, mais n'attendez pas quoi. Enfin, comment dire? Mmh, mariage pluvieux, mariage heureux. Est-ce qu'il f enfin je en ce moment, je m'interroge beaucoup là-dessus parce que nous, on est crevés en fait après 5 enfants et je sais pas si on aurait pu avoir 5 enfants si on s'était marié à 35 ans. Donc il y a plein de choses que vous pourrez pas faire si vous vous lancez pas tout de suite. C'est ça que je veux dire. On s'est marié jeune, c'est grâce à ça qu'on a pu avoir plein d'enfants parce qu'on a l'énergie quand on est jeune. Donc faut pas trop attendre non plus. Voilà, ce serait ça un peu le message que je donnerais. Je sais pas si ça te convient. Mais c'est excellent. Merci beaucoup, François. Je pense que il y a dans tout ce que tu as dit, il y a 1000 réflexions très, très profondes et qui permettent effectivement, j'espère, à tous nos auditeurs de réfléchir, de se poser des questions. Voilà, le but de ce podcast, c'est d'inviter chacun à un peu plus de trouver la cohérence entre voilà, l'idéal qu'on peut porter en nous et notre mode de vie. Et évidemment, voilà, il y aura dans les prochains podcasts différents témoignages, différentes expériences de vie. En tout cas, je trouve que Très bien. la tienne, enfin la vôtre d'ailleurs, voilà, à l'Ecoamo est très riche. Et voilà, donc j'espère que ça pourra inspirer, faire réfléchir. Et puis voilà, je renvoie nos auditeurs. Donc effectivement, comme tu as dit, sur le MOOC des colibris, j'essaierai de trouver le lien et de le mettre dans la description du Très bien. podcast. Et puis, voilà, bah, donc l'écho hameau de la Bénisson-Dieu, n'hésitez pas à aller regarder. J'imagine que les gens peuvent vous rendre visite. Oui, Voilà. et puis on a un site internet, tout neuf. Excellent. Très bien, très bien. Bah, je le mettrai aussi dans les liens du podcast. Merci Victor, Merci beaucoup, François. Et puis, bah, j'espère à avec très bientôt. plaisir. À bientôt. Chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager sur vos réseaux. Nous sommes toujours plus en plus nombreux à écouter le retour au réel. Notez-le sur les plateformes d'écoute et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous souhaitez aborder dans les prochaines émissions. Je suis toujours très heureux de lire vos messages. À la semaine prochaine.